Voilà. Donc, chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons nos travaux sectoriels consacrés aux secteurs d'activité les plus féminisés, au sein desquels les risques professionnels sont souvent sous-estimés et les politiques de prévention dédiées aux femmes insuffisamment développées. Je rappelle que 4 rapporteurs ont été désignés par notre délégation pour étudier cette thématique de la santé des femmes au travail. Il s'agit de Laurence Cohen, Annick Jacquemet, Marie-Pierre Richer et Laurence Rossignol. Et donc, vous avez face à vous 3 des rapporteurs qui sont présentes ce matin. Notre table ronde de ce matin, la deuxième, porte sur les métiers du mannequinat et de l'accueil, métiers où les femmes sont surreprésentées, où l'importance de l'apparence et la pression de l'image sont particulièrement prégnantes et peuvent même être violentes. Au sein de ces professions, une importance particulière est accordée au physique et à l'âge des femmes considérées comme des porte-étendards de la féminité. Outre la pression qu'elles subissent concernant leur poids, leur apparence physique et leur âge, elles sont également parfois exposées à des violences sexistes et sexuelles au sein de leur environnement professionnel. S'agissant du mannequinat, une loi de janvier 2016 a prévu des dispositions pour lutter contre la maigreur excessive des mannequins. D'une part, en imposant la mention photographie retouchée pour les photos commerciales qui affinent ou qui épaississent la silhouette des mannequins. D'autre part, je ne sais pas si ça va plus dans un sens ou dans l'autre. D'autre part, en rendant, j'ai senti qu'il y avait quelques réactions parmi les sénateurs et sénatrices présentes. D'autre part, nous ne retouchons pas nos photos, nous les sénatrices et sénateurs. D'autre part, en rendant obligatoire un certificat médical pour l'exercice de l'activité de mannequin, délivré par un centre médical et de prévention qui assure le suivi exclusif de la santé de toutes ces professionnels en France, Tali Santé, ce centre a d'ailleurs décidé de mener une enquête ciblée sur le métier de mannequin et les maltraitances et violences subies par les femmes qui l'exercent. Cette enquête est donc en cours, je pense. Les hôtesses d'accueil subissent le même genre de pression que les mannequins s'agissant de leur apparence physique, leur poids, leur âge. Elles sont également fréquemment victimes de violences sexistes et sexuelles, verbales ou physiques. En juillet 2019, la dénonciation de la tradition sexiste des hôtesses sur le podium du Tour de France, suivie du hashtag viral #patapotiche, avait permis de mettre en lumière les conditions de travail précaires des hôtesses d'accueil, la pression des critères physiques imposés pour exercer cette profession, ainsi que les agressions sexuelles et sexistes subies dans le cadre de leur activité. Donc ce matin, pour cette table ronde, et pour approfondir cette thématique avec ce secteur spécifique, nous avons Ekaterina Oziganova, mannequin, fondatrice de Model Law, association française de défense et de protection des droits des mannequins, Thierry Boulanger, médecin du travail, Yann Hiller, responsable des projets de prévention, et Christine Joly, directrice du développement et en charge de la coordination de la commission mannequin chez Tali Santé, et Gabriel Schutz, sociologue du travail, auteur d'un ouvrage intitulé « Jeunes, jolies et sous-traitées, les hôtesses d'accueil ». Eh bien, écoutez, je vous souhaite évidemment la bienvenue ce matin au CEDA. Je vous remercie pour votre présence et je vais vous laisser d'abord la parole à vous, madame. Alors, si je le dis une deuxième fois, là, j'ai réussi à bien dire votre nom sans l'écorcher une seule fois. Donc, on va céder la parole à madame Ekaterina Oziganova. Et donc, c'est à vous, madame, de vous exprimer. Merci, madame la présidente. Alors, vous branchez le micro et vous l'approchez à droite. À gauche, voilà. Et vous l'approchez bien de vous approcher. Okay. Que à la fois le compte-rendu vous entende et que les sénatrices et sénateurs vous entendent bien également. Ça ne veut pas dire que nous avons des problèmes d'audition. Hein. Nous n'avons pas besoin de faire retoucher nos photos, mais pas de problème d'audition forcément non plus. Hein. Merci Madame la Présidente pour ces propos introductifs. Donc, comme vous l'avez mentionné, je suis moi-même mannequin depuis 2014, traductrice de formation, fondatrice de Model Law, étudiante en droit à Paris Panthéon-Assas. Je suis ravie d'être présente à cette table ronde consacrée au sujet qui me tient personnellement à cœur et qui fait partie intégrante de l'ADN de notre association Model Law.
Modello est la première association française de défense des droits de mannequins. Nous existons depuis l'hiver 2017 et nous avons pour objet de réunir, de soutenir, de défendre les mannequins qui exercent leur activité en France, ainsi que de promouvoir un comportement professionnel éthique dans le milieu de la mode. Nos principales actions s'articulent autour de travail de terrain avec des mannequins, des professionnels du luxe et des institutions, soutien juridique apporté d'une part par des avocats exerçant au barreau de Paris, d'autre part par un pôle juridique d'aide gratuite créé en partenariat avec la clinique juridique de l'école de formation des barreaux de Paris, la mission éducative et le travail de recherche et d'analyse aux côtés de l'anthropologue Giulia Mencitieri. Puisque le sujet à l'ordre du jour est la santé mentale et physique des mannequins, j'aimerais structurer mes propos autour de 3 points. Tout d'abord, un diagnostic. Les problèmes de santé physique comme mentale sont une part quasi inévitable de la carrière de mannequin. Des solutions existent, qu'elles viennent du législateur ou des acteurs du secteur privé, mais ils sont à notre sens inadaptés. Et c'est pourquoi Modello souhaiterait encourager le législateur et les acteurs du secteur à développer certaines mesures. Afin de dresser la liste des préoccupations principales, nous nous sommes servis de nos propres sondages menés auprès des mannequins français et internationaux à différents moments entre 2018 et aujourd'hui. Nous nous sommes également basés sur les quelques études qui existent en la matière, plutôt rarissimes. J'en citerai que 2 aujourd'hui. La première étude dont j'aimerais vous parler est celle de Nicolette Bogart. C'est une ancienne mannequin internationale d'origine hongroise. Elle a poursuivi sa carrière dans le domaine médical, doctorante aujourd'hui. Elle a publié en 2019 un livre tiré de sa recherche et de son combat personnel avec les troubles alimentaires qui s'appelle, je fais la traduction un peu personnelle, « L'industrie de la mode et les troubles alimentaires, les dangers du podium », coécrit avec Dr Ferenc Turi, professeur des sciences comportementales au sein de l'université de Semmelweis. Comme je l'ai précisé plus haut, les données sur la fréquence de troubles alimentaires chez les mannequins sont très rares et les échantillons sont souvent de petite taille. Si plusieurs études ont prouvé les effets négatifs de l'idéal de beauté diffusé par les médias sur la population générale, les effets de cet idéal sur l'industrie de la mode et ses propres employés n'ont pas encore été étudiés en profondeur. La recherche de Madame Bogart de 2019 a permis de confirmer plusieurs observations de terrain que nous avons pu faire à travers nos activités, et notamment du fait que les mannequins subissent dans leur quotidien une forte pression pour maintenir un corps mince et atteindre certaines mensurations, la taille 0, le tour de hanche ne devant surtout pas dépasser les 90 cm, ce qui augmente nécessairement le risque de développement des symptômes de troubles alimentaires. Dans une étude la plus récente, publiée par Madame Bogart en 2022, il était question de déterminer si les mannequins sont plus susceptibles que les autres personnes de développer des troubles alimentaires. L'échantillon de cette étude a été significativement supérieur en taille à celui des études similaires. L'étude se concentre sur les mannequins de taille dite standard, donc sans prendre en compte les modèles plus size. Cette étude confirme que l'indice de masse corporelle ou l'IMC moyen de mannequins professionnels est largement inférieur à la limite inférieure de 18,5. Eh bien, qu'il soit important de garder à l'esprit que les mannequins peuvent être génétiquement plus fines et plus grandes que la moyenne, et donc l'échantillon moyen de personnes qui ne font pas ce métier. L'étude conclut à ce qu'approximativement 44% des mannequins participants ont un IMC compris entre 18,5 et 17, et 21% ont déclaré un IMC inférieur à 17, c'est-à-dire une insuffisance pondérale grave. Enfin, l'étude conclut à ce que même si la forme clinique de l'anorexie ou de la boulimie mentale n'est pas significativement plus répandue chez les mannequins femmes en comparaison avec le groupe de contrôle, la fréquence de la forme subclinique de l'anorexie mentale est significativement plus élevée chez les mannequins. Elle se définit comme étant une forme de l'anorexie mentale dont tous les critères ne sont pas remplis. Donc, par exemple, l'IMC peut être normal, mais l'insatisfaction corporelle ou encore la volonté ou la peur de perdre du poids sont présentes, ou inversement. Ainsi donc, l'auteur établit un lien entre le développement de symptômes subcliniques dans ce groupe et la pression environnementale à laquelle les mannequins sont confrontés sur leur lieu de travail. En outre, a été mise en lumière l'insuffisance des protections qui sont en place, en ce que les mannequins avouent subir généralement la pression relative à leur apparence physique de la part des agents de mannequins ou des créateurs de mode. C'est ce qui ressort également de notre sondage lancé il y a quelques jours, où parmi les 40 répondants, 90% ont confirmé le fait de ressentir cette pression de façon systématique ou occasionnelle, et 80% ont établi un lien direct ou indirect entre leurs problèmes de santé mentale et leur travail de mannequin.
En 2017, une autre étude a démontré que 62% des mannequins participants se sont vus conseillés par des professionnels du secteur de perdre du poids ou de modifier leurs proportions corporelles, se tonifier en quelque sorte, s'ils voulaient avoir plus du succès dans leur carrière. Cette pression extérieure a conduit, selon les auteurs, à des comportements malsains de contrôle du poids, tels que des régimes, le sport à outrance, l'utilisation de laxatifs, les vomissements auto-induits, etc. À défaut de se mettre en conformité avec les attentes du secteur, les mannequins deviennent souvent victimes de ce qu'on appelle le body shaming, la honte du corps, ce qui peut s'analyser comme une forme de harcèlement moral au travail. Cela me permet de faire un lien avec une autre étude que j'aimerais citer aujourd'hui. C'est le fruit du travail aussi d'une ancienne mannequin internationale d'origine polonaise cette fois-ci. Elle s'appelle Magdalena Kosewska. Elle est diplômée d'un master scientifique en santé mentale et elle est cofondatrice de groupe de soutien pour les mannequins qui est basé à Londres qui s'appelle Models Empowered. Cette étude a été publiée en 2022 en collaboration avec plusieurs chercheurs et elle tend à démontrer que les agences adoptent un comportement irresponsable envers ces jeunes travailleurs en les mettant systématiquement en danger. En effet, les agences, plutôt soucieuses de faire du profit, ne questionnent jamais vraiment les stéréotypes qui sont véhiculés par la société dans son ensemble, mais aussi par l'industrie elle-même. Elles minimisent ainsi l'impact des dits stéréotypes et imposent des standards corporels inatteignables, dangereux pour les mannequins adultes, le tout en menaçant de même par la fin de carrière pour certaines. Il en ressort sans surprise que ces comportements autoritaires et sexistes génèrent de la détresse psychologique chez les mannequins, ce qui aboutit souvent à des troubles alimentaires, voire à des comportements à risque tels que l'automédication, l'usage de drogue pour maigrir ou rester éveillé. Les agences sont aussi pointées du doigt pour ne pas proposer d'accompagnement adéquat aux mannequins en leur fournissant des informations nécessaires au bon déroulement de leur vie professionnelle. Ainsi, la seule solution qui est envisagée par l'étude, c'est la réformation en profondeur des agences, une espèce d'exercice d'autocritique. Les agences doivent commencer à s'éduquer, se sentir concernées par le bien-être des mannequins, tant sur le plan physique que mental. En partant donc de nos propres sondages et ainsi que d'études que je viens de vous présenter, nous pouvons constater que ces jeunes travailleurs, dont l'âge de début de carrière tourne souvent autour de 16 à 18 ans, sont souvent confrontés à du harcèlement moral. La loi française qualifie de harcèlement moral des propos ou comportements répétés qui peuvent entraîner pour la personne qui les subit une dégradation de ses conditions de travail. Cette dégradation est susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, altérer sa santé physique ou mentale ou encore compromettre son évolution professionnelle. 52% des mannequins qui ont répondu à notre sondage le plus récent pensent avoir déjà subi un harcèlement moral dans le cadre de leur travail de mannequin. Parmi les exemples qui reviennent le plus souvent, je pourrais citer quelques-uns. Le fait que les agences laissent souvent comprendre aux mannequins déjà correspondant aux attentes de l'industrie par le biais de commentaires systématiques et indirects qu'il est nécessaire de modifier son physique. Ensuite, elle félicite les mannequins lorsqu'elles se mettent à maigrir davantage ou maintenir un poids dangereusement bas. Nous avons reçu des témoignages de mannequins qui ont descendu de 92 cm de tour de hanche à 86. Enfin, soit elles ferment les yeux sur les troubles mentaux qui s'installent, soit elles les encouragent. Dans l'étude de Madame Kosewska, il y a eu un témoignage d'une mannequin qui ne mangeait plus et ne sortait plus pour ne plus être confrontée à de la nourriture, félicitée par son agence qui trouvait son comportement tout à fait professionnel et exemplaire. Une autre technique très répandue, c'est la publication de fausses mensurations sur les sites web des agences et les composites. Les composites, ce sont des espèces de cartes de visite de grande taille que les mannequins utilisent pour faire des castings. Et donc 65% des mannequins dans notre premier sondage témoignent de cette pratique. Cette pratique pousse indirectement les mannequins à se conformer ou à essayer à se conformer à des mensurations qui sont mentionnées sur le site de l'agence. De mon propre expérience, par exemple, je pense que je n'ai pas eu, sur tous les sites de mes agences, à chaque fois c'était des mensurations différentes. Donc chaque agence pensait que je suis différente. Voilà. On constate donc que le harcèlement moral peut être à l'origine des troubles psychologiques et notamment alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie ou encore la dysmorphophobie. Un autre risque professionnel non négligeable, mais qui, à mon sens, ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais mérite d'être mentionné, en ce qui conduit à des conséquences très graves pour les personnes qui le subissent.
Ces dernières années, ce sont les agressions sexuelles qui ont attiré l'attention du public avec des affaires impliquant des figures importantes du monde de la mode, tels que Jean-Luc Brunel, ancien patron de Karen Models et acteur clé dans le réseau de trafic sexuel de Epstein et de Maxwell, qui s'est suicidé en prison. Et Gérald Marie, ancien directeur d'élite et ancien président de We Management, qui a été poursuivi pour viol et agression sexuelle, mais l'enquête a été close pour prescription en février 2023. On peut relever encore une fois le défaut de mécanismes de protection en place permettant aux agresseurs potentiels, des personnes très connectées, ayant du pouvoir, de l'influence, de l'argent, de graviter autour de ces métiers qui sont liés au corps et de côtoyer des proies faciles en quelque sorte parce que mineurs, parce que jeunes adultes, inexpérimentés, souvent étrangères. Si on revient vers des dispositifs qui existent, des questions directement relatives à la santé, il convient de mentionner brièvement quelques dispositifs. Donc, au niveau législatif, c'est la loi mannequin, comme vous l'avez précisé. Vous avez présenté les grandes lignes dans vos propos introductifs. L'objet principal de cette loi est de lutter contre l'anorexie chic, en éloignant des podiums et des magazines les jeunes femmes beaucoup trop maigres. Le décret d'application de 2017 a conditionné l'exercice de l'activité de mannequin à la délivrance par la médecine du travail en France d'un certificat médical attestant d'un état de santé compatible avec l'exercice du métier de mannequin, avec une validité maximale de 2 ans. Seulement, il nous semble que les modalités de suivi des mannequins étrangères ne résidant pas en France, mais qui exercent leur activité ponctuellement, ont dû être très vite ajustées. Ainsi, compte tenu de la nature très internationale du métier du mannequin, a été constatée l'impossibilité matérielle et humaine de faire produire dans les délais impartis le certificat médical en France. Et le suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine a été privilégié. Dans les cas exceptionnels d'impossibilité d'établir un tel certificat dans leur pays d'origine, le recours à un médecin généraliste français, préalablement au début de la mission, leur a été accordé. Seulement, le nombre très important de mannequins étrangers présents sur le sol français signifie que l'exception que je viens de vous présenter trouve à s'appliquer plus souvent que la règle, ce qui crée à mon sens un véritable loophole, car il n'existe pas, à ma connaissance, de standard international d'appréciation de l'aptitude médicale du mannequin à exercer le métier. En outre, lors de la première visite médicale auprès du CMB en octobre 2017, le médecin a pu me faire part de ses préoccupations quant à l'efficacité du dispositif, en ce que d'une part, certains mannequins essayaient de truquer en quelque sorte le système, truquer leur poids en buvant énormément d'eau avant de passer la visite pour en fait peser plus. D'autre part, les médecins se sentaient en quelque sorte responsables s'ils ne délivraient pas ne serait-ce qu'un certificat de très courte durée permettant aux mannequins de ne pas perdre le contrat, mais en leur précisant de revenir sous quelques semaines et ainsi de suite. D'autres types de solutions ont été également proposées par le secteur notamment privé. Ce sont des chartes de bonne conduite. La plus connue est celle signée en 2017 par LVMH et Kering, dite charte sur les conditions de travail des mannequins et leur bien-être. Elle fixe notamment l'âge limite pour participer au défilé et shooting des maisons appartenant au groupe à 16 ans. Elle précise que les maisons s'engagent à supprimer de leur demande de casting la taille 32 chez les femmes et la taille 42 chez les hommes. Ce sont les tailles françaises. Or, ce qui fait défaut en l'espèce, ce sont des moyens de suivi effectifs de l'application de la dite charte. En outre, le fait de bannir une certaine taille de vêtements ne veut pas dire grand-chose, en ce que chaque marque, même si elle appartient au même groupe, possède ses propres références de taille et rendant encore une fois difficile l'appréciation de l'efficacité d'une telle mesure. Ainsi, si 33% des mannequins qui ont répondu à notre questionnaire n'ont jamais entendu parler de la dite charte, 48% n'ont remarqué aucun changement notoire depuis sa rédaction. Puisque les dispositifs qui existent semblent insuffisants pour réduire l'occurrence et prévenir à terme des problèmes de santé physique et mentale parmi les mannequins, notre association souhaiterait encourager le législateur et les acteurs de l'industrie de la mode à développer certaines mesures. Il ressort de nos statistiques qu'en l'état actuel des choses, les mannequins se disent globalement insatisfaits, voire très insatisfaits des mesures proposées par les agences et l'industrie en général, seulement 4 sur 40 ayant répondu être satisfaits.
Il me semble ainsi primordial de recueillir davantage de statistiques, puisque, comme je l'ai précisé, il n'existe que très peu d'études dans ce secteur. Ainsi, une enquête plus globale auprès notamment du Centre de médecine du travail Thalis Santé permettrait peut-être de centraliser les informations concernant la santé des mannequins éparses disponibles actuellement. Ensuite, cela revient souvent dans nos sondages. Il existe un réel besoin dans une structure agréée, extérieure, indépendante des agences, pour le suivi de mannequins en tant que représentants dans métiers à risque par des spécialistes formés. Et cela rejoint également l'idée de la nécessité d'introduire des formations et la certification des agences et des agents de mannequins qui travaillent avec des mineurs et des jeunes adultes sans avoir, dans la plupart des cas, une quelconque formation leur permettant d'adopter un mode de communication adopté et d'évaluer des comportements à risque. Si on les réfléchit plutôt à des mesures de sanction, l'introduction au niveau législatif d'une obligation d'information pesant sur les agences de mannequins en tant qu'employeurs de jeunes travailleurs, assortie de sanctions réelles en cas du non-respect de cette obligation, serait très opportune. Enfin, qu'en est-il de la possibilité de faire évoluer la sanction qui pèse sur les mannequins n'ayant pas obtenu de certificat médical, au lieu de subir une espèce de double peine où le mannequin, par exemple, souffre d'un trouble alimentaire et en plus ne peut pas exercer le métier? Nous suggérons le remplacement de cette interdiction par le suivi médical approfondi, obligatoire en cas de suspicion de troubles alimentaires. Et plus globalement, un suivi médical plus complet et régulier revient également souvent dans nos sondages. Voilà, pour conclure, j'ai juste envie de préciser que les problèmes de santé physique et mentale des mannequins semblent s'inscrire dans un cadre plus large d'exploitation psychologique, mais aussi économique de jeunes travailleurs dans une industrie de la mode qui monnaie l'esthétique, qui monnaie les corps. Je vous remercie pour votre attention. Bien, écoutez, merci à vous, Madame, pour cette présentation efficace avec des propositions et qui forcément amènera des réactions de la part des rapporteurs et sénateurs, sénatrices qui sont présents ce matin. Je passe immédiatement la parole au docteur Thierry Boulanger, médecin du travail, qui est accompagné de Yann Hilaire et de Christine Joly. Et donc, vous allez dans un premier temps intervenir et vous répondrez, je crois, ensuite tous les trois aux questions des sénateurs et sénatrices et rapporteurs qui sont présents ce matin. Merci. Je vous cède la parole, docteur. Bonjour, mesdames. Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez précisé dans votre propos introductif, les lois de 2016 sont venues préciser les bases du suivi des mannequins en France, et ce sont bien les deux ministères du Travail et de la Santé qui se sont appropriés cette question du suivi des mannequins. Le Centre médical de la Bourse, le CMB, référent dans le spectacle vivant enregistré depuis une soixantaine d'années, s'est associé avec le CMPC, référent dans la communication et la publicité, pour devenir Thalis Santé en 2021. Et Thalis Santé bénéficie d'une compétence nationale pour le suivi des intermittents du spectacle, des enfants du spectacle, des pigistes et donc des mannequins. Et c'est bien l'avenant numéro 1 de l'accord de branche de 2012 qui a précisé les modalités organisationnelles et techniques de ce suivi. Depuis 2017, sur le graphique en bas à droite de la diapositive, vous pouvez voir pour chaque année les effectifs suivis. Globalement, depuis 2017, nous avons suivi plusieurs milliers de mannequins, pour être précis, plus de 6 000. Quelles sont les données nationales emploi? Celles communiquées par Audience précisaient déjà en 2015 qu'il existait plus de 12 000 mannequins en France, dont l'essentiel se trouve en région francilienne. Et ces mannequins salariés sont employés par plus d'une centaine d'agences. En bas à gauche de l'écran, vous voyez un histogramme par tranche d'âge, et vous remarquez immédiatement que la tranche d'âge 16-30 ans est particulièrement significativement féminisée. En deçà et au-delà, le sexe ratio n'est pas significatif. Il y a un petit peu plus de garçons que de filles, mais c'est surtout sur la tranche d'âge 16-30 ans. La démarche d'identification des risques repose sur la connaissance du travail réel. En réalité, c'est la Convention collective nationale des mannequins qui précise, telle une pièce de théâtre, le décor et les acteurs. Et cette Convention collective nationale spécifie les types de populations, les mannequins français, les mannequins étrangers résidant en France, les mannequins de 16 à 25 ans de l'Union européenne, CE, pays tiers, les mannequins et intermittents, les mannequins occasionnels.
Il existe également une classification au nombre de 6, selon l'expérience, selon que le mannequin est débutant, expérimenté, professionnel d'un niveau supérieur ou de renommée internationale. Enfin, il existe une catégorie de prestations au nombre de 6, selon que le mannequin travaille pour la presse rédactionnelle, les films publicitaires, les défilés, la publicité, les catalogues, les essayages ou les répétitions. En fait, en réalité, il y a des spécificités pour chaque activité. Dans l'inconscient collectif, on imagine que le mannequin, c'est un mannequin défilé. Mais il n'y a pas que les mannequins défilés. Il est important pour nous de nous occuper de toutes les catégories professionnelles de mannequins. Sur la base des éléments déclaratifs issus du colloque singulier médecin-mannequin, nous avons pu identifier des groupes de risques professionnels. Nous avons ici positionné sur cette diapositive les grands groupes, que je vais citer relativement brièvement. Les contraintes de travail, comme la multiplicité des lieux de travail, les horaires atypiques, le travail de nuit, les postures multiples, les déplacements professionnels, les déplacements internationaux qui peuvent générer un risque chronobiologique pour le mannequin, le risque routier, on parle de les déplacements en Uber, en taxi, etc., ou en trottinette, quand un mannequin se déplace d'un lieu, de son domicile à un lieu de travail, le port de charge, en haut à droite, les risques physiques, la lumière artificielle, le bruit, la musique amplifiée, les ambiances thermiques et climatiques, les nuisances olfactives, les poussières, la vie urbaine, les risques biologiques, les risques infectieux du fait de la contamination interhumaine, et l'épisode de la Covid nous a confirmé qu'effectivement ce point n'était pas à négliger, le risque parasitaire par l'échange de vêtements, les risques chimiques par les produits allergisants, les produits sensibilisants et irritants, par exemple les parfums, les produits capillaires et cosmétiques, les accidents prépondérants, les chutes, les agressions physiques et ou verbales, l'accident routier. Et enfin, le dernier pavé en bas à gauche, ce sont les risques psychosociaux, au premier rang desquels il y a la précarité de l'emploi, le fait que le mannequin puisse travailler avec plusieurs employeurs, et les contraintes relationnelles et organisationnelles. Je vous propose un petit focus précisément sur les risques psychosociaux. Ces contraintes, nous les avons identifiées selon 3 grands groupes, organisationnelles, relationnelles et celles liées à l'emploi. Concernant les contraintes organisationnelles, citons les rythmes de travail irréguliers, le travail intermittent, l'alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la saisonnalité de l'activité, et cela renvoie aux 3 grands événements de la mode, de l'hiver, de l'été et de la rentrée, chaque année. La gestion de l'équilibre entre travail et la vie personnelle, c'est un élément important. Concernant les contraintes relationnelles, c'est la mise en concurrence des mannequins. On avait précisé dans le premier slide qu'effectivement, il y avait une grande concentration de mannequins en Île-de-France. Cela favorise effectivement la mise en concurrence de ces salariés. La relation tripartite entre l'agence et l'entreprise utilisatrice, l'agence et l'employeur du mannequin, et le client, c'est l'entreprise utilisatrice. Les relations avec les médias, mais aussi les réseaux sociaux. Ce sont des jeunes publics qui ont accès à ces réseaux sociaux. Comment doivent-ils les gérer? C'est une question à définir. Les contraintes liées à l'emploi, la gestion de l'image, la précocité de la première expérience professionnelle, la gestion de la reconversion professionnelle et enfin la gestion de la fin de carrière. Tous les mannequins ne sont pas jeunes, il y a aussi des mannequins seniors et il faut s'occuper d'eux aussi. Alors les données de santé, les données bibliographiques sur la santé des mannequins sont plutôt rares, voire inexistantes, mais dès 2019, Thalys Santé s'est engagé dans un travail collaboratif dans le cadre d'une thèse de science dont nous attendons encore les conclusions. Il ne m'appartient pas de révéler ces conclusions, parce que nous estimons que nous devons communiquer sur des éléments fiables et consolidés. Au demeurant, nous vous proposons deux graphes. En haut, à droite de l'écran, la courbe vous présente l'évolution de l'IMC moyen des mannequins femmes de 2017 à 2023. Et vous apercevez que sur l'année 2017, l'IMC moyen était relativement bas. À l'époque, nous suivions tous les mannequins étrangers et français défiler
avant même que la loi n'ait pu avoir des effets bénéfiques sur l'encadrement et tenir compte de l'IMC global. Donc en réalité, on avait vu des mannequins qui résidaient en France quelques jours, quelques semaines, et après, il y a eu l'effet de la loi où effectivement on a resserré ce suivi, encadré, et c'est pour cette raison, en partie, il y a d'autres explications, que la courbe imprime une légère progression. Et si bien qu'à partir de 2018, l'IMC moyen a tendance à augmenter. Pas de manière très significative, mais elle a tendance à augmenter. Encore une fois, ces données doivent être consolidées, affinées. Alors pourquoi cette courbe augmente-t-elle? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'il y a l'effet positif de la loi, effectivement, de cet encadrement du suivi des mannequins d'une part, mais aussi par le recrutement d'autres catégories de mannequins. Nous l'avons vu dans la présentation de la convention collective, c'est-à-dire que sont venus intégrer les effectifs aussi d'autres catégories, comme les mannequins comédiens. Et l'effet Covid a eu un effet particulier, en ce sens que les comédiens du théâtre, à défaut d'activité théâtrale, sont venus grossir les rangs parce qu'ils étaient disponibles pour faire de la publicité. En fait, l'IMC moyen d'un comédien est certainement plus élevé qu'un IMC moyen d'un mannequin défilé. Voilà. En bas à droite de l'écran, par tranche d'âge, l'IMC moyen des mannequins femmes que nous avons comparé à toutes les femmes suivies en 2022. Et la petite flèche violette vous indique sur la tranche d'âge 16-20 ans que l'IMC moyen est légèrement plus significatif sur cette tranche d'âge que sur les autres tranches d'âge. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'attention sur les 16-20 ans. Pour votre complète information, rappelons quand même que l'OMS définit ce qu'est une maigreur avec des grades selon l'IMC. L'IMC est une métrique, c'est le poids divisé par taille au carré. Cette métrique est nécessaire mais pas suffisante dans la définition de la maigreur. En bas à gauche de la diapositive, nous avons cité les prévalences, alors pas les prévalences calculées sur les effectifs de mannequins suivis par Thalys Santé, ce sont des prévalences qui apparaissent sur toutes les ressources de l'INSERM ou des fédérations de l'anorexie-boulimie. Il apparaît que l'anorexie mentale, qui est un trouble psychiatrique rare mais grave, aurait une prévalence de 1,4% chez les femmes, contre 0,2% chez les hommes. Et pour la classe d'âge, la tranche d'âge 15-19 ans, cette prévalence atteint 0,5%. Donc, vous voyez, depuis le début de mon propos, j'insiste beaucoup sur la tranche d'âge, les 16-20 ans. Et nous avons cité également la maigreur constitutionnelle, qui n'est pas une situation pathologique, c'est une situation qui se caractérise par la résistance à la prise de poids. En fait, on ne peut pas faire la différence entre une anorexie et une maigreur uniquement sur les MC. Cela nécessite un interrogatoire affiné sur tous les déterminants de santé. Et qu'est-ce qui fait la différence entre l'anorexie mentale, qui est une pathologie psychiatrique, et la maigreur constitutionnelle? C'est aussi tous les autres paramètres biologiques qui sont normaux dans la maigreur constitutionnelle. Et la prévalence de la maigreur constitutionnelle apparaît, selon l'OMS, en 2020, la prévalence est de 2,7%. Donc en réalité, on a plus la probabilité de voir des mannequins maigres constitutionnels est plus importante que la prévalence, que la probabilité de voir des mannequins anorexiques. Ce sont les données générales, ce ne sont pas les données issues de nos propres études qui sont en cours d'analyse. Et remarquez qu'il y avait une enquête, l'enquête OBEPI, réalisée en 2020. Alors, cette enquête était basée sur l'interrogatoire de plus de 12 000 internautes. Donc, ce n'était pas des entretiens en physique, mais la prévalence avait été définie autour de 6,7% pour les femmes contre 2,3% chez les hommes. Alors, le suivi en santé des mannequins diffère selon qu'il s'agit des mannequins français et étrangers résidant en France et selon qu'il s'agit de mannequins étrangers ne résidant pas en France. Concernant les mannequins français et étrangers résidant en France, nous disposons d'outils législatifs qui sont inscrits dans les textes et le Code du travail.
au premier rang desquels la visite d'information et de prévention, la VIP, qui est annuelle, qui est réalisée par tout professionnel de santé, les médecins du travail et les infirmiers en santé au travail. Alors pour votre complète information, sachez que Thalys Santé, de par sa situation géographique dans l'Île-de-France, assure le suivi physique de ces mannequins. En outre, les mannequins d'autres régions sont suivis par les autres services de santé au travail de province. Le deuxième outil dont on parle souvent, mais il y a donc la VIP et le certificat médical qui, lui, a une validité de 2 ans maximum. Ce certificat médical est délivré par un médecin du travail et dont les modalités rédactionnelles ont été visées par l'Ordre des médecins. Pour évaluer ce certificat médical, quel est l'objectif? C'est pour évaluer l'état de santé global au regard de l'IMC. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'IMC est nécessaire mais pas suffisant. C'est pour ça que de notre point de vue, et nous n'avons pas à rougir à avoir noirci une page blanche en 2017, parce que comme nous sommes arrivés investis du suivi des mannequins, il n'y avait absolument rien du tout. Nous avons tout construit. Et nous nous félicitons d'avoir posé les premières briques de ce grand édifice, qui est totalement perfectible, évidemment. Et cette audition est sans doute là aussi pour faire évoluer, j'espère, Madame la Présidente, les choses. Les données de santé à collecter reposent, sur le vécu au travail, c'est essentiel. Il convient pour le professionnel de santé d'aborder les dimensions nutritionnelles, les dimensions somatiques, psychologiques et familiales. On étudie la personne, on n'étudie pas que le salarié ou la salariée. Les données de santé concernent également le recueil de paramètres anthropométriques, les courbes de croissance. Quand on suit des adultes jeunes, des mannequins jeunes, il faut regarder le carnet de santé. Quelle a été l'évolution staturo-pondérale de la personne? Et le calcul de l'IMC, c'est inscrit dans les textes. Il importe de repérer précocement les troubles des conduites alimentaires, les TCA, surtout sur la tranche d'âge 15-19 ans. Si l'IMC est bas, nous avons fait le choix de reconvoquer le mannequin. On ne l'empêche pas de travailler, on essaye de comprendre sa vie au travail et sa vie personnelle, autant qu'il est possible de le faire. Et si l'IMC est bas, l'attitude du professionnel de santé doit être à la fois bienveillante et sans stigmatisation. Alors cela suppose que tous les professionnels de santé soient sensibilisés à cette prise en charge, mais c'est un élément important. Les mannequins viennent nous voir avec l'idée qu'effectivement, ils vont être évalués selon leur IMC. Ce n'est pas la peine d'ajouter quelque chose qui risque de les perturber et qui risque de limiter le recueil des informations. On est là pour les aider, nous sommes là pour les conseiller. Les services de santé au travail sont les conseillers du salarié, de l'employeur et des représentants du personnel. Restons bien dans cette logique, nous, médecins du travail, nous, services de santé et de prévention en santé au travail. Donc, si besoin, à revoir le mannequin et ou l'orienter dans la filière soins. Nous ne sommes pas les seuls à suivre le mannequin. Nous disposons en France d'un plateau technique extrêmement performant. Utilisons tous ces éléments pour éventuellement réintégrer la personne qui poserait éventuellement un problème de santé dans la filière soins. C'est là le rôle primordial du médecin traitant et des réseaux d'accompagnement, les fédérations spécialisées dans l'anorexie, la boulimie, etc. Et si besoin, le médecin peut prescrire des examens complémentaires de débrouillage pour essayer de mieux comprendre. Encore une fois, l'IMC n'est pas suffisant. Il faut l'étayer par d'autres explorations. Et se référer enfin aux recommandations de bonne pratique, la HAS, les sociétés savantes, mais aussi les ordres professionnels. S'agissant des mannequins étrangers ne résidant pas en France, le législateur a voulu mettre en place une protection identique par le médecin du pays d'origine. Alors là, il est clair que nous, Thalys Santé, on n'a pas de visibilité et de lisibilité sur ce suivi-là. Ce suivi-là échappe à notre surveillance, pas notre contrôle. On n'est pas dans une action de contrôle. Ça échappe à notre surveillance. Pour autant, il est bien prescrit dans les textes que le mannequin étranger ne résidant pas en France doit se faire remettre un certificat médical de la même validité que le nôtre,
délivrée par le médecin du pays d'origine, en français ou en anglais, pour évaluer l'état de santé global au regard de l'IMC, et avec un recours possible, cela a été dit précédemment, par un médecin généraliste de ville. Par un médecin généraliste de ville, pas par un médecin du travail. Il existe un autre outil utile, mais peu utilisé finalement, et nous le regrettons, c'est la brochure d'information que nous avons formalisée très rapidement dès 2018-2019. Elle doit être rédigée en français et en anglais, dont l'objectif est d'atteindre un bon suivi médical des mannequins, la finalité plutôt que l'objectif. Et cette brochure d'information précise les normes à l'établissement du certificat médical. Donc cette brochure d'information doit être connue théoriquement de tous les médecins des pays d'origine. Mais là, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler que les médecins des pays d'origine peuvent prendre la tâche de notre service pour leur apporter un maximum d'informations. Et c'est là aussi le rôle primordial des agences qui doivent assurer la diffusion de cette brochure d'information. Mais sur le pan droit de la diapositive, nous, Thalys Santé, on n'a pas la visibilité de tout ça. Je reviendrai là-dessus pour m'appesantir davantage sur le dernier slide, si vous me le permettez. Car enfin, le suivi en santé au travail des mannequins repose aussi sur la connaissance de leur milieu de travail, et les actions en milieu de travail sont indispensables, pas nécessaires, elles sont indispensables pour la réalisation de notre travail. Et imaginez un suivi attentif de ces populations pour construire une réelle culture de prévention. La prévention, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du mannequin, c'est l'affaire des services de santé au travail, c'est l'affaire des agences de mannequins, c'est l'affaire aussi des entreprises utilisatrices, c'est l'affaire aussi de l'inspection du travail, et c'est aussi l'affaire aussi des associations de défense. Il importe de prioriser les actions de prévention primaires pour être dans l'esprit de la loi du 2 août 2021, c'est important, pour mieux accompagner certains publics, notamment les jeunes mannequins débutants. Dans ma présentation, mesdames, j'avais insisté sur la tranche d'âge 15-20 ans. Je pense à cette tranche d'âge particulièrement, et prévenir la désinsertion professionnelle qui concerne tous les âges, encore une fois, pour rester dans l'esprit de la loi du 2 août 2021. Il convient d'ajuster le suivi réglementaire contraint. En fait, mesdames, j'aurais pu marquer trop contraint aux besoins réels des populations, selon les catégories telles que je vous les avais présentées sur la deuxième diapositive, et selon les flux saisonniers en fonction des événements de la mode. Mais n'oublions pas, encore une fois, il n'y a pas que les mannequins défilés, il y a aussi les autres mannequins. Obliger un comédien qui se voit remettre une attestation VIP tous les 5 ans et lui dire, pour faire une publicité à la télévision, une fois dans l'année, il faut venir tous les ans, ça pose problème. Les gens n'adhèrent pas à ce type de suivi. Donc il faut adapter ce suivi. Et enfin, ajuster le suivi réglementaire aux capacités des services de prévention de santé au travail interprofessionnel à en assurer la réalisation. Entre parenthèses, ressources et VIP collective, je vais m'appesantir, mais éventuellement, si vous avez des questions sur ces projets-là, Yann Hiller, qui est responsable des projets, pourra répondre précisément à cette question. Les ressources, quelles sont-elles? C'est des ressources humaines. Vous savez que les professionnels de santé vivent des grandes difficultés et les services de santé au travail n'échappent pas à cette situation. Il faut tenir compte de cela. Comment pouvez-vous imaginer qu'un service de santé au travail puisse voir 300 ou 400 mannequins dans un week-end? Ça suppose une organisation affinée, ajustée. Et la VIP collective, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que le système bloque un peu. On arrive un petit peu au pied du mur. Il faut l'adapter, il faut l'ajuster. Maintenant, nous avons 5 à 6 ans de recul. Nous savons ce qui est important de faire. Nous savons qu'il y a des populations à suivre de manière très attentive. Et nous songeons aussi, nous, à d'autres outils de suivi, comme la VIP, la visite d'information et de prévention collective. Pourquoi on peut éventuellement imaginer que nos services de santé au travail puissent se rendre dans les agences pour voir un groupe de mannequins et de manière à pouvoir répondre à l'obligation de sécurité des agences employeurs en termes de santé physique et mentale des mannequins. Enfin, évaluer l'état de santé global du mannequin en tenant compte de l'IMC et des autres déterminants
de santé, y compris psychosociaux. Je l'avais précisé, mesdames, il importe de ne pas se tenir au seul IMC, il faut aborder tous les autres déterminants de santé. C'est essentiel. Et enfin, je l'ai rappelé, s'engager également dans des études médico-psychologiques, sociodémographiques complémentaires et des échanges de pratiques entre professionnels de santé à des fins d'harmonisation du suivi. Cela a été dit et je l'ai précisé. Il importe qu'entre professionnels, nous puissions échanger sur un bon suivi, un process de suivi. Il n'y a pas de normes de suivi de mannequins. À ce jour, il n'y a pas de normes. Nous, on plaide en faveur d'échanges d'expériences pour que les sociétés savantes puissent aussi apporter leur éclairage sur ce suivi des mannequins. Voilà, mesdames, merci. Je tenais particulièrement à remercier ma collègue Cécile Bard, qui est absente, mais qui nous suit vraisemblablement de loin, Yann Hiller, responsable des projets, et Christine Joly, qui est directrice du développement. Merci, mesdames. Merci, madame la présidente. Merci beaucoup pour cette présentation complète qui vient compléter très justement la première intervention de madame qui exerce la profession. Donc, je vais céder la parole à notre dernière intervenante de ce matin, Gabrielle Schutz, et donc qui était, comme je disais tout à l'heure, auteur d'un ouvrage intitulé « Jeunes, jolies et sous-traitées, les hôtesses d'accueil ». Et donc, vous êtes madame sociologue du travail. Je vous cède la parole avec une présentation également projetée. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je suis effectivement sociologue du travail à l'université Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay et j'ai intitulé cette présentation à l'intersection de deux rapports de domination, les conditions de travail et d'emploi des hôtesses d'accueil. Surtout, veillez bien à rester près du micro pour la facilité du compte-rendu et de... Très bien. Donc, je vais baser ma présentation sur une enquête sociologique de longue durée que j'ai menée sur les hôtesses d'accueil prestataires de services entre 2002 et 2011, qui a donné lieu à la sortie de cet ouvrage en 2018. Je ne vais pas m'appesantir maintenant sur la méthodologie, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez dans les questions. De quoi s'est-il agi dans cette enquête? À la fois, j'ai fait une approche sociographique des hôtesses, donc avec l'idée de d'écrire et quantifier qui elles sont, quelles sont leurs caractéristiques sociodémographiques, quels sont leurs usages de ce métier, comment est-ce qu'elles y arrivent, comment est-ce qu'elles en sortent. Et j'ai procédé également à une analyse de leur activité et de leurs conditions de travail. Tout ça pour vous dire que la question de la santé au travail n'était pas centrale dans mon questionnement et que ce que je vais vous fournir aujourd'hui, c'est plutôt une approche indirecte de la question de leur santé au travail à travers la question de leurs conditions de travail et de la nature de leur activité qui sont bien évidemment des déterminants majeurs de leur santé au travail. Mais je ne vais pas me prononcer sur leur état de santé, je ne suis pas médecin. Alors, donc... premier rapport de domination dans lequel cet emploi est pris et qui détermine leur activité, leurs conditions de travail, le genre. Je l'illustre par cette image. Donc, c'est un cliché qui a été pris à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, au Salon du Business, en mars 2019. Cette image a l'avantage de condenser en un seul cliché les deux imaginaires féminins sur lesquels repose l'activité d'hôtesse d'accueil, la vampe et la maîtresse de maison. En effet, les hôtesses d'accueil fournissent un travail du corps qu'on peut qualifier de travail décoratif. Déjà, elles sont recrutées en partie, pas seulement, mais elles sont recrutées en partie sur des critères physiques, de poids, de taille, de morphologie, de jeunesse, de beauté, de couleur de peau également. Elles sont affectées aussi sur les différentes missions en fonction de ces critères. Il y a toute une logique d'affectation qui reprend ces critères. Et ce travail décoratif est aussi lié aux uniformes ou aux costumes qu'on leur fait porter, qui sont généralement marketés en fonction de l'événement. Donc elles fournissent ce travail décoratif, mais leur rôle est également défini en référence à celui de la maîtresse de maison. Ce que j'entends par là, c'est le fait qu'elles effectuent des tâches de type domestique, service de boissons, parfois menu ménage, arrosage des plantes quand elles sont en entreprise. Mais surtout, au-delà de ces tâches de type domestique, on attend d'elles, au-delà de ça, un état d'esprit qui est celui d'une maîtresse de maison. D'ailleurs, on le leur dit, les clients comme les prestataires qui les emploient leur demandent de se comporter en maîtresse de maison. Ce que ça veut dire, c'est qu'on attend qu'elles se mettent à disposition des besoins de l'organisation, qu'elles soient aptes à rendre service
et apparaît à toutes les éventualités là où elles sont. Donc on leur demande d'adopter cette posture. Alors un autre point commun avec la maîtresse de maison, c'est que du coup ce travail qu'on leur demande, où il s'agit de se mettre à disposition, de rendre service, c'est un travail qui n'est pas reconnu comme tel, qui est relativement invisible, comme celui des femmes au foyer, hein, qui est fondé sur le dévouement, donc qui ne connaît pas de limitation. C'est pour ça que j'ai parlé de l'hôtesse femme à tout faire. En effet, lors de mon enquête, j'ai été surprise de voir la multiplicité des rôles qu'endossent les hôtesses d'accueil qui vont bien au-delà de accueillir et orienter des visiteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais on voit très souvent des hôtesses servir d'assistantes, avoir des rôles de commerciales, de vente, avoir des rôles de traductrices, avoir des rôles de mannequins, des rôles de caissières, également de manutentionnaires, et tout cela au tarif d'une hôtesse d'accueil. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a une vraie diversité de leurs activités et par conséquent aussi des compétences qui sont requises pour exercer ce travail, mais qu'il y a une invisibilisation de cette activité derrière le terme d'hôtesse d'accueil et plus généralement derrière le fait que l'on vante en permanence leur sourire. Aussi bien chez les prestataires que chez les clients que j'ai interrogés, on m'a toujours dit que la compétence principale d'une hôtesse, c'était son sourire. Donc finalement, on invisibilise leur activité réelle, mais aussi les risques que celle-ci comporte, hein, pour revenir à la problématique de la santé au travail. Alors, je vous ai mis ici des affiches de prestataires, bien plus qu'un sourire, mais avec une jeune femme qui sourit, qu'on ne voit pas en activité. Sourire, efficacité, écoute, encore une fois, une jeune femme qui sourit. Et ces affiches de prestataires plutôt les slogans des prestataires leur font écho. Pour vous donner des slogans qui ont été usités par des agences, Pénélope, votre sourire, faites-en un métier. Le slogan d'une petite agence, BBO, un joli sourire vaut mieux qu'un long discours. Donc, il y a un mécanisme d'invisibilisation de leur activité et il se double d'un autre phénomène qui a été très bien documenté par la sociologie du genre, qu'on appelle la naturalisation des compétences. En effet, le métier d'hôtesse est ramené très souvent à une vocation, comme l'illustre cette publicité. Alors, elle est assez datée, mais je la trouve intéressante. C'est une publicité des années 1970 de l'école Tunon, qui explique donc que finalement les hôtesses en réalité ne mettent pas en œuvre des compétences qu'elles apprennent, des savoirs liés à leur formation, mais que finalement elles ne font que déployer leurs qualités féminines. Alors évidemment, cette invisibilisation de l'activité, cette naturalisation des compétences, ça aboutit à une dévalorisation professionnelle des hôtesses d'accueil. Elles sont considérées dans les conventions collectives comme des employés non qualifiés. Elles sont payées au SMIC horaire. Et pourtant, les statistiques que j'ai pu effectuer montrent qu'elles sont tout aussi diplômées que les femmes de leur génération. Si on traduit, cela veut dire que dans la mesure où les femmes sont globalement plus diplômées que les hommes et que les jeunes générations sont plus diplômées que les générations plus âgées, en réalité, les hôtesses d'accueil sont bien plus diplômées que la plupart des personnes avec lesquelles elles entrent en interaction. Donc elles subissent une dévalorisation professionnelle. Et cette dévalorisation professionnelle contribue à des interactions qu'on peut qualifier d'interactions à risque, qui les exposent lors des interactions donc, avec les visiteurs. Elles endossent deux rôles implicites dans ces interactions que j'ai nommés la réassurance des identités hétérosexuées et la réassurance des hiérarchies sociales. Entendre par là la réassurance des identités des hiérarchies hétérosexuées qu'il faut qu'elles se plient à la drague. C'est souvent attendu de par les prestataires et les clients qu'elles se plient dans une certaine mesure au jeu, je mets des guillemets, de la drague. Et donc ça peut évidemment, bien sûr, aller sur du harcèlement. Réassurance des hiérarchies sociales, car souvent le nombre et l'inactivité ostensible des hôtesses sont proportionnels à l'importance qui est accordée aux clients. Donc plus l'événement ou les clients vont être considérés comme importants, plus il y aura d'hôtesses parfaitement inactives, gênées d'être dans cette posture et à disposition finalement. Donc en clair, le harcèlement sexuel et le mépris social ne sont jamais bien loin dans cette activité. Je passe au deuxième rapport de domination dans lequel s'inscrit l'activité d'accueil, après celui du genre, le rapport de sous-traitance. En effet, les hôtesses d'accueil ne sont pas employées par les personnes qui utilisent directement leur travail, qui sont des clients qui achètent une prestation. Elles sont bel et bien employées par des prestataires d'accueil, leurs employeurs. Officiellement, entreprises prestataires et entreprises clientes sont des partenaires. Les sociétés clientes se recentrent sur leur cœur de métier en ayant recours à des prestataires qui sont spécialisés dans l'accueil. Pourtant, d'autres logiques bien connues sont également au cœur des logiques de sous-traitance.
Un prix moins élevé, avec des conventions collectives moins favorables dans des sociétés prestataires où l'expression syndicale est moindre par rapport à celle des sociétés clientes, des personnels plus jeunes, donc un prix moins élevé, mais également, je cite les clients que j'ai interrogés, le confort de ne pas avoir à gérer de la main-d'œuvre, donc ne pas avoir à gérer une évolution de carrière, ce qui est en plus compliqué pour des hôtesses d'accueil dont on attend qu'elles ne vieillissent pas. Le confort de ne pas avoir à gérer des absences, des congés, d'avoir automatiquement quelqu'un qui va venir remplacer en cas de problème. Le confort de ne pas avoir à recruter, de ne pas avoir à licencier. Et puis, troisième logique, une logique de type disciplinaire. Quand on est prestataire, personnel externe, en quelque sorte, c'est comme si on était toujours en période d'essai. Et on est remplacé immédiatement si quelqu'un juge qu'on ne fait pas l'affaire. Donc les rapports entre sociétés clientes et sociétés prestataires, bien que présentés comme des rapports de partenariat, s'apparentent en réalité beaucoup plus à des rapports de domination. Alors, donc c'est important d'insister là-dessus, parce que ça va avoir un impact direct en fait, sur les conditions de travail, encore une fois, des hôtesses d'accueil. C'est-à-dire que l'externalisation des hôtesses d'accueil va faire office quelque part de caisse de résonance d'une dévalorisation professionnelle des hôtesses d'accueil qui est déjà portée en réalité par le genre, par les rapports sociaux de sexe. Alors, ces conditions de travail et d'emploi dégradées, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, même si c'est au cœur de ce qui nous intéresse, la santé, mais ça ressemble un petit peu à ce qui a pu être vu pour les mannequins. C'est des horaires imprévisibles, des horaires à rallonge, des horaires de nuit, du travail le week-end, des lieux de travail très variés, avec des temps de trajet eux-mêmes très variés, la stature debout toute la journée, sur des talons. La difficulté de s'absenter, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, dans la mesure où on est censé avoir un rôle de représentation, où souvent les hôtesses sont disposées pour former une sorte de tableau d'ensemble. Et donc, c'est très compliqué de s'absenter, être habillé trop légèrement et être exposé au courant d'air en hiver. À l'inverse, en été, être tenu au port d'un collant sous sa jupe. Voilà, donc des conditions de travail et d'emploi dégradées. Ces rapports de domination liés à la sous-traitance se traduisent par une pression sur les prix des prestataires, par leur mise en concurrence. Et donc finalement, si on observe la façon dont les prestataires gèrent leur main-d'œuvre, les hôtesses, on a plutôt une gestion qui s'apparente à une gestion de masse, à la fois sur le recrutement, qui est extrêmement sommaire, qui est permanent, lié à un turnover lui-même permanent, qu'on peut mettre en rapport avec cette gestion de masse, une affectation des hôtesses sur leur site ou sur leur mission proche de la loterie, et donc beaucoup de turnover. Donc évidemment, cette gestion de masse liée à l'externalisation ne favorise pas la prise en charge par les employeurs des problématiques de santé des hôtesses. Elle ne favorise pas non plus la prise en charge des violences sexistes et sexuelles que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Et c'est d'autant moins le cas, il y a d'autant moins une prise en charge que les prestataires décrivent le plus souvent cet emploi d'hôtesse d'accueil comme un job étudiant. Je peux vous citer là-dessus aussi un autre slogan qui a été usité par une agence. Hôtesse, un job malin qui vous va bien. Donc c'est considéré comme un job. Alors certes, la majorité des hôtesses a moins de 25 ans, très clairement, mais en accueil en entreprise, j'évalue à 1/5 celles qui ont plus de 30 ans, 15% en accueil événementiel. Et lors de mon enquête, j'ai croisé plusieurs fois des femmes qui avaient plus de 55 ans, donc toutes les hôtesses ne sont pas de très jeunes femmes. Et puis certes, la majorité des hôtesses est étudiante, mais une partie non négligeable des hôtesses en fait son véritable emploi. J'évalue cette proportion à 1/3 des hôtesses d'accueil en accueil en entreprise, moins de 10% par contre en événementiel. Beaucoup d'hôtesses sont en recherche d'emploi ou l'utilisent sur le long terme comme un emploi complémentaire à une autre activité, souvent une activité artistique, d'écriture ou alors de comédie, de chant, etc. Donc décrire cette activité comme un job étudiant, alors que cette sociographie des hôtesses est bien plus variée, aussi bien en termes d'âge que de statut, ça permet là aussi de se dédouaner finalement de la responsabilité sociale envers les hôtesses d'accueil. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Madame Schutz. Et donc, je vais laisser la parole aux questions à nos rapporteurs et aux sénatrices qui sont encore avec nous pour cette deuxième table ronde. Donc, je n'ai pas de main levée. Qui souhaite intervenir dans un premier temps? Marie-Pierre, Annick Jacquemet, les rapporteurs. Marie-Pierre Richer. Merci à vous. Merci, Présidente. Écoutez, mesdames et messieurs, on vous remercie. Je pense que ça va être dit, mais vraiment pour la qualité de vos propos, de vos présentations. Il reste
pas beaucoup de questions à vous poser parce que c'était quand même très, très exhaustif. Malgré tout, je vais essayer d'en poser quelques-unes. Alors, je vais commencer par le mannequinat. Vous avez évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui parlait de la tendance des anglo-saxons qui voient l'influence du phénomène de l'Ozempic, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, sur TikTok. C'est un antidiabétique qui fait fureur, il semblerait, dans le métier du mannequinat avec l'influence de TikTok. Et je voudrais savoir si ça, vous arrivez à le mesurer et comment ces réseaux, entre guillemets, peuvent être contournés. Je pense que ce n'est pas très facile pour, ou tout au moins mettre en garde toutes ces jeunes femmes. Et je voulais savoir s'il y avait un suivi aussi quand elles quittent la profession pour connaître les conséquences de leur santé une fois qu'elles ont quitté le métier. Parce que je suppose, je ne suis pas mannequin, ça se saurait et je n'ai jamais été. Mais par la suite, si cela a des conséquences aussi morphologiques sur leur corps, sur leur image, toutes les conséquences psychologiques, je suppose qu'il y en a. Et puis, je voulais parler des TMC, mais madame, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les hôtesses d'accueil, sur les TMC, les postures, les talons, etc. Quelles sont les conséquences physiques? Quelles sont aussi les conséquences sur la maternité de ces jeunes femmes, parce que on n'en a pas parlé, mais je pense que comme il y a une conséquence déjà morphologique, est-ce que ça retarde aussi ce choix de vie? Quelles en sont les conséquences? Et puis, madame, concernant les hôtesses d'accueil, alors je t'ai interpellée parce que vous avez parlé de l'école Tunon, et on sait que l'école Tunon forme également les hôtesses de l'air, enfin tous ces mots qui commencent par hôtesse. Y a-t-il une étude ou avez-vous connaissance si la différence qu'il peut y avoir? Alors, je sais que le métier n'est pas le même, mais le sourire, la relation à l'autre, etc., c'est quand même des choses que l'on retrouve dans ces métiers dits d'hôtesse, qui sont quand même assez dévalorisants aussi. Ce mot d'hôtesse est quand même assez dévalorisant. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure l'âge, la couleur de peau, etc. Donc, on tombe quand même dans quelque chose qui est assez discriminatoire. Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à cette façon de procéder? Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être on va prendre toutes les questions. Je pense que c'est plus intéressant. Si vous pouvez noter les questions et ensuite vous répartirez les réponses et vous interviendrez tous comme vous le souhaitez pour y répondre. Alors bien sûr, Laure Darcos qui voulait peut-être avant la rapporteure. Excusez-moi, si non, c'est simplement parce que comme je vais devoir poser une question orale dans l'hémicycle dans pas longtemps, c'était juste pour témoigner que j'avais été longtemps, non pas mannequin justement, hôtesse d'accueil, et notamment dans les salons de prêt-à-porter. Et il y a tout un aspect sexué qui est en effet absolument épouvantable. Enfin, on est aussi entre la dame pipi et des poupées vivantes. Et notamment un salon de prêt-à-porter, sur 4 jours, les personnes qui venaient monter à la capitale, si je puis dire, dans les 2 premières journées, draguer d'abord les mannequins qui étaient dans les rayons et se rabattaient entre guillemets sur les hôtesses dans les 2 derniers jours de manière extrêmement lourdingue. Donc voilà, c'est des souvenirs qui ne sont pas forcément très agréables. Et quand on est très jeune, parce qu'on peut en fait devenir avoir des petits jobs d'été et de week-end assez tôt, c'est des souvenirs un peu compliqués. Je vous relaisse la parole, chers amis, chers collègues, mais ça m'a amusé de pouvoir témoigner de ce passé qui m'est revenu à la figure. Merci, chers collègues. On connaît un peu plus de ta vie d'avant. Et donc, comme sois rassuré, on nous a bien expliqué tout à l'heure qu'il y avait des mannequins de tous âges. Et donc, peut-être qu'il y aura une autre carrière qui se dessine devant toi. Voilà. Donc, je repasse la parole à Madame la rapporteure, Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci Mesdames et Messieurs pour la qualité de vos exposés, très structurés, très documentés. Je commencerai par Madame Oziganova. Vous nous avez fait part de l'association que vous avez montée depuis 2017. Je voulais savoir déjà si depuis que vous avez lancé cette association, vous avez vu une évolution dans votre métier, dans la manière dont sont prises en charge les mannequins, les jeunes, les moins jeunes. Et vous nous avez donné un certain nombre de propositions
que j'ai notées. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur les propositions que vous avez faites, ou est-ce que vous attendez vraiment que nous, on se saisisse de ces sujets pour vous donner, j'allais dire, les outils législatifs qui vous permettront finalement de progresser dans le travail que vous faites? Et puis, pour les hôtesses, oui, vous nous avez dit qu'au niveau de la santé, ce n'était pas vraiment le travail que vous aviez fait, mais on a quand même senti les problématiques qui pouvaient résulter finalement de ces métiers d'hôtesse, je dirais d'hôtesse au sens large, hein, comme a dit ma collègue, qui peuvent être finalement des problèmes de stress, de violence sexistes, voire sexuelles. Et par contre, au niveau de la santé, est-ce qu'on se rapproche aussi un peu de la problématique des mannequins qui doivent, pareil, surveiller leur corps, surveiller leur ligne, surveiller leur apparence? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelles sont les tranches d'âge? Est-ce que ça fait appel à des femmes qui sont très jeunes, ou bien on a des hôtesses après qui perdurent, j'allais dire, dans le temps et qui peuvent avoir des répercussions dans leur vie d'adulte, hein, puisque j'ai bien compris qu'on commençait à être hôtesse très jeune et on le voit bien quand on va dans des salons ou autres. Est-ce que vous savez justement si ça peut avoir des répercussions sur leur santé d'adultes et d'adultes un peu plus avancés? Merci. Alors, 3 autres questions, donc prenez bien des notes. Laurence Cohen, rapporteure. Oui, à mon tour de vous remercier parce qu'effectivement, vos propos étaient clairs, synthétiques et ça nous apporte beaucoup pour notre rapport. Donc, merci, messieurs et mesdames. Moi, je vais être assez bref parce que mes collègues ont déjà posé beaucoup de questions. Mais il y a une sensibilisation, une conscience collective des violences sexistes et sexuelles. Il y a eu MeToo qui est passé par là. Et puis, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent s'exprimer. Est-ce qu'à partir de là, vous avez vu une différence, vous, à la fois madame comme mannequin et messieurs en tant que médecin du travail, sur justement quelque part les dénonciations qui ont pu être faites de violences sexistes et sexuelles et qui ont conduit donc à organiser des accompagnements pour permettre à ces jeunes femmes de pouvoir aller au bout éventuellement de plaintes. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est un petit peu, on va dire, peut-être pas exactement dans le sujet effectivement de la santé des femmes, mais comme vous occupé, vous avez dit, Monsieur Boulanger, docteur Boulanger, que vous suiviez également, je crois, les enfants mannequins. Je voulais savoir si, au niveau des enfants mannequins, vous avez senti, là encore, on va dire, des discriminations sexistes entre les filles et les garçons, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, est-ce que déjà on demande aux petites filles d'avoir une certaine taille, un certain poids, etc., une certaine apparence. Voilà. Est-ce que ça commence très tôt? Merci, mesdames les rapporteurs. Et donc, pour terminer ce tour de table, Victoire Jasmin et Elsa Schalk. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci, Mesdames et Messieurs, pour vos interventions. Alors, j'ai une question concernant les comportements à risque, et surtout pour le docteur Boulanger, les comportements à risque quelquefois observés, à part effectivement l'anorexie et tout le reste, mais par rapport aux drogues, aux produits addictifs, au risque addictif. Alors, est-ce que vous tenez compte de cela également et vous accompagnez les personnes vers d'autres professionnels quand c'est le cas? Et l'autre chose concernant l'accompagnement également, en fonction de l'âge, par exemple pour les mannequins, pour les professionnels en tout cas vieillissants, est-ce que vous vous accompagnez, parce que bon, c'est quelquefois difficile pour ces personnes de changer de métier, d'avoir d'autres activités, mais est-ce que vous contribuez également au conseil et à leur réorientation professionnelle, je dirais? Merci beaucoup.
Et donc, notre collègue Elsa Schall, qui est rapporteur, mais sur un autre dossier sur lequel on travaille, qui est rapporteur sur la parentalité dans les territoires ultramarins. Ça fait le lien avec Victoire Jasmin, qui est en provenance de Guadeloupe. Voilà. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de vous remercier pour vos interventions et pour la clarté des présentations que vous nous avez faites. J'avais une question peut-être qui s'adressait au docteur Boulanger par rapport en fait à la prévention. Vous nous avez dit effectivement à quel point la prévention était essentielle et la prévention est l'affaire de tous. Vous avez effectivement accentué, je crois à juste titre, sur cette tranche d'âge qui doit mobiliser et appeler peut-être aussi une attention toute particulière concernant des publics peut-être plus sensibles, plus jeunes, et pour lesquels nous savons à quel point, au moment notamment de l'adolescence, justement la représentation du corps, de l'image, et notamment avec ce qui a été dit tout à l'heure, avec l'effet des réseaux sociaux, peut avoir un impact tout particulier et singulièrement dans la période que nous vivons. D'où ma question, est-ce qu'il y a un travail qui est mené ou qui devrait être mené, d'après vous, peut-être avec le rectorat, mais également avec les parents, parce qu'on sait à quel point la question de l'orientation professionnelle est important et singulier. Et souvent, en fait, justement, les jeunes femmes ont tout un attrait pour peut-être le mannequinat, mais également, en fait, justement, des métiers en fait, de représentation. Et est-ce que, justement, dans ce cadre-là, en lien aussi avec le travail que nous menons au sein de la commission culture-éducation, est-ce que, d'après vous, il y a justement des actions à opérer ou peut-être des collaborations plus étroites à faire? Je vous remercie. Eh bien, écoutez, maintenant, place aux réponses. Et donc, je crois que le docteur Boulanger était prêt à répondre, et puis après, vous prenez la parole les uns les autres comme vous l'entendez. Merci. Oui, merci madame. J'ai tenté de noter toutes vos questions, elles sont nombreuses. Je vous en remercie. Je vais commencer par la question de madame Richer concernant le suivi post-professionnel. Alors, c'est un système de suivi qui est inscrit dans la loi du 2 août 2021 et dans ses décrets. De mémoire, à ma connaissance, l'activité de mannequin n'expose pas à des risques particuliers et donc cela ne renverrait pas a priori sur un suivi post-professionnel. Ça, c'est le premier élément. Concernant le suivi de grossesse, votre question est éminemment intéressante parce que, effectivement, après l'accouchement, le mannequin, qui est mannequin salarié, il est sous la responsabilité de l'employeur. Et l'employeur est crédité d'une obligation de sécurité en matière de santé physique et mentale. Et qu'à ce titre, au retour de congé maternité, la femme mannequin doit retrouver son poste. La femme mannequin doit aussi bénéficier d'un entretien professionnel. Et la femme mannequin, 10 semaines après son retour de l'accouchement, bénéficie d'un statut protégé pendant 10 semaines. Ça, c'est le suivi après l'accouchement. Donc, il y a des dispositifs qui sont utilisés. Encore faut-il que l'employeur, l'agence employeur, soit bien informé. Et c'est le rôle que nous avons aussi de conseiller l'employeur. On ne s'intéresse pas qu'aux mannequins, en fait. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, madame. C'est que nous sommes le conseiller du salarié, de l'employeur et des représentants du personnel. Mais enfin, il y a certains éléments de contact concernant, enfin en tout cas en termes d'échange avec les agences, ça, cet élément est éminemment perfectible. On a peu d'accroche ou d'attache avec les agences et nous le regrettons. Nous appelons de nos voeux justement cette communication plus affinée, plus régulière avec les agences de mannequins. Avec quel objectif? Pour que les salariés mannequins puissent exercer dans de bonnes conditions leur emploi. Concernant la prévention des faits de harcèlement, je rappelle à toutes fins utiles que les services de prévention et de santé au travail sont inscrits dans une logique de prévention, pas de prohibition. Tout ce qui s'agit, tous les faits supposés de harcèlement, de comportement sexiste, il y a une action interne à l'entreprise qui doit être mise en place. Et après, la justice peut être saisie de tels faits. Nous, on est là pour prévenir le risque. On fait en sorte que les choses n'arrivent pas, à condition qu'il y ait une information extrêmement bien réfléchie entre tous les acteurs internes de l'entreprise, c'est-à-dire de l'agence, avec ses salariés, mais aussi en dehors
en dehors de l'enceinte de l'entreprise. Concernant les comportements à risque, effectivement, madame, nous insistons sur ces éléments-là. Alors, comme les mannequins sont essentiellement concentrés, si je puis dire, en région francilienne, c'est une région urbaine, avec toutes ses joies et ses difficultés que vous connaissez. Donc, nous insistons là-dessus, effectivement, sur les comportements ou les conduites addictives. Donc, on interroge les mannequins. Et généralement, globalement, les mannequins se livrent assez ouvertement. On a ce lien de confiance. Je parlais de colloque singulier entre le salarié et le médecin. Ça nous est utile. Je pense que globalement, les mannequins nous sentent comme des gens partenaires pour les aider, les conseiller. Et on veut effectivement maintenir cet état d'esprit et pas nous positionner comme des gendarmes ou comme un juge. Ça, c'est important. C'est la relation de confiance. Avant, on nous appelait service de médecine du travail. Enfin, nous sommes professionnels de santé. Nous sommes des médecins et des infirmiers. Nous avons ce gène-là pour instituer une relation de confiance. Et si la relation de confiance est là, nous pourrons recueillir un maximum d'informations et sensibiliser, faire de la prévention sur les addictions. C'est important, surtout à Paris et dans les grandes villes. Mais j'observe ici ou là quand même que même dans les petites villes, il y a des problèmes d'addiction particuliers quand même. Donc tout le territoire national est concerné. S'agissant de la prévention essentielle, effectivement, madame, vous avez raison. Je le disais tout à l'heure, la prévention, c'est une affaire de tous. Et nous, on envisage aussi non pas d'aller plus souvent, encore plus souvent dans les agences, mais aussi on imagine aussi d'autres interventions dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire. Ce sont des populations jeunes qu'il faut sensibiliser. Il faut croiser nos énergies, il faut croiser nos expériences et intensifier la communication pour que la prévention primaire puisse prendre tout son sens. C'est ça l'essentiel. Et la prévention primaire, c'est quoi? C'est tout mettre en place avant que le dommage survienne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'esprit de la loi du 2 août 2021, parce qu'elle met l'accent sur cette prévention primaire, à condition que tous les acteurs puissent échanger entre eux. Alors, Madame Joly, qui souhaitait intervenir. Tout à fait. Au nom de Thalie Santé et des actions que nous développons, d'abord, je vous remercie pour toutes les questions qui ont été posées, parce que je trouve qu'elles rentrent bien dans le cadre de ce qui est débattu ce matin. Et sur les actions que l'on peut, en tout cas, sur lesquelles on peut vous solliciter, puisque c'est aussi le but de ceci. On travaille beaucoup avec les fédérations, en tant que service de santé au travail, de prévention. La loi du 2 août, elle l'a bien spécifié. Et justement, je trouve que c'est intéressant, parce que vraiment, on voudrait accentuer notre présence sur les lieux aussi, les défilés, les podiums. C'est difficile de pénétrer ces lieux-là. Alors, on a une première avancée, puisque Chanel, LVMH, on dit qu'ils étaient d'accord, mais enfin, il faut arriver... se faire oublier. Or, je crois beaucoup à la pédagogie qu'on peut développer entre les services de santé au travail, évidemment, et les agences, mais aussi avec les consommateurs finaux qui sont aussi ces grandes marques de luxe. Donc, je pense qu'on aurait intérêt, effectivement, dans une démarche là plus globale. On sort du colloque singulier pour dire, voilà, il faut aussi qu'on puisse constater, il faut que le médecin puisse aller sur place, mais aussi... Je rappelle qu'on a une équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir aussi à la demande ou sur le repérage de certains risques. Et c'est intéressant aussi d'une manière plus collective de voir si une société, au-delà des effets d'annonce, au-delà du fait de demander des certificats tous les 6 mois au lieu de tous les ans, puisse aussi être un peu interpellée sur la manière dont elle conduit aussi les actions en milieu de travail de tous ces mannequins qui nous tiennent à cœur, Thalie Santé, vraiment. Même si le modèle économique n'est pas très bon, parce que entre les mannequins qui doivent être vus et qui participent à une publicité, et puis ceux qui sont vus parce qu'effectivement ils sont sur les podiums et ils ont une urgence et une régularité dans ce colloque à organiser, eh bien écoutez, on a du mal à fixer la norme, le nombre, l'effectif que l'on doit suivre. Et c'est un vrai problème, parce que du coup, vous imaginez bien que nos médecins sont très sollicités. Voilà. Après, sur la prévention, justement, juste un point, et après je passerai la parole.
Ce qui nous paraît très important maintenant, c'est aussi, on travaille beaucoup avec l'équipe. Il faut savoir que les médecins sont très formés, que le docteur Boulanger ou Yann Hiller participent beaucoup à des modules de formation aussi pour que tous les médecins soient vraiment très formés au colloque et au repérage des risques. Mais je pense qu'il faut aussi, et donc on est sur cette démarche-là, de constitution aussi de modules de prévention qui soient accessibles et où on puisse vraiment faire cette œuvre de prévention qui est attendue et qui est absolument indispensable aussi, que n'importe quel mannequin puisse aussi accéder à un module et être formé aussi sur l'alimentation, sur le sommeil, sur tous les troubles qui peuvent survenir au cours de sa vie professionnelle, qu'on espère longue et fructueuse pour elle aussi. Voilà. Merci. Alors, oui, mais on va juste compléter les questions par celle de Martine en même temps. Oui, oui, c'est pour ça. Donc pardon. Oui, Madame Cohen. Oui, concernant le suivi des enfants mineurs de moins de 16 ans, c'est à la charge du pôle enfant, dont je ne m'occupe pas. Mais en réalité, le suivi des enfants du spectacle, y compris des mannequins de moins de 16 ans, sont rattachés sous la responsabilité du pôle enfant. Mais en toute chose, c'est que ce suivi de ces enfants ou de ces jeunes adolescents répond à une réglementation extrêmement stricte, avec des commissions, un suivi médico-psychologique et pédagogique. Donc, si déjà le suivi des mannequins de plus de 16 ans et adultes est strict et encadré, on peut se féliciter de l'esprit de la loi, des lois de 2016. En tous les cas, le suivi des enfants est encore beaucoup plus strict, et on évoque effectivement les aspects à la fois de représentation de l'image, l'alimentation, sur tous les aspects nutritionnels, familiaux, la croissance, etc. C'est extrêmement précis. Et il n'y a que de rares médecins dans notre service qui s'occupent de pôle, parce que cela demande une expertise particulière. On suit l'enfant, mais aussi les parents. C'est un double suivi parallèle. Alors, on complète les questions avant que vous continuiez à répondre avec une question de Martine Filleul. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier également tous de vos propos très structurés et très documentés. Monsieur Boulanger, vous avez évoqué, mais je trouve trop brièvement, la situation des mannequins étrangers. Est-ce que vous pourriez revenir quelques instants sur leur situation? Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle est plus précaire encore que les autres et que le suivi de ces mannequins étrangers, au moins d'un point de vue médical, est encore moindre que les autres? Comme je vous le précisais, Madame, tout à l'heure, nous n'avons pas de visibilité précise sur le suivi des mannequins étrangers ne résidant pas en France. Il n'y a pas de communication. Alors, certains pays peuvent étudier certaines de leurs populations. Nous avons la chance, en France, de disposer d'un suivi centralisé par la désignation de Thalys Santé ex-CMB. Donc, ça facilite un peu la collecte des informations. Mais à ce jour, Madame, nous ne disposons d'aucune donnée scientifique communicable consolidée concernant l'état de santé des mannequins étrangers ne résidant pas en France. Peut-être que Madame Osiganova souhaite compléter, puisqu'elle a évoqué ce sujet tout à l'heure avec des focus sur la loi. Oui, en effet, si on regarde la situation des mannequins étrangers, donc le suivi est assuré normalement soit dans leur pays d'origine, soit, si cela n'a pas été effectué, donc sur le territoire français. Et Model Law est beaucoup sollicité par les mannequins étrangers. J'avoue que notre sujet, notre cheval de bataille, on va dire, c'est plutôt tout ce qui est aspect législatif, tout ce qui est l'économie, les dettes, etc. auprès des agences. Donc on se concentre moins sur la santé, même si ce pan nous intéresse beaucoup. Donc on ne peut pas dire qu'on reçoit beaucoup de messages ou de plaintes de la part des mannequins étrangers concernant le suivi médical. En revanche, comme je l'ai précisé dans ma présentation, je pense que le fait qu'il n'y a pas vraiment de standard, on va dire, international en matière de comment on évalue l'état de santé de mannequin qui serait considéré comme apte à exercer le métier, je pense que c'est problématique parce que le domaine, le métier en lui-même est hyper international, surtout si on prend les mannequins de défilé, et c'est
souvent les mannequins de défilé qui sont les plus maigres, qui sont le plus touchés par l'anorexie ou par la boulimie, en tout cas de ce qu'on constate. Merci Madame la Présidente. Juste pour compléter ma réponse, Madame, à défaut de visibilité sur l'état de santé des mannequins étrangers dans le reste du monde, c'est un appel du cœur que nous lançons, à savoir que la France doit pouvoir échanger aussi avec les autres pays étrangers pour justement construire les bases et un questionnement sur l'état de santé des mannequins. Parce qu'en réalité, la France et le métier de la mode. Alors, je disais tout à l'heure que le mannequin n'est pas qu'un mannequin défilé, mais pour autant, la France, de par sa situation vis-à-vis de la mode, par exemple, est un lieu de concentration et de rencontre des mannequins. Donc, nous jouissons d'une situation géographique éminemment importante, et Paris, en l'espèce, l'est aussi. Donc, nous appelons aussi nos confrères étrangers à pouvoir partager leurs connaissances. Merci beaucoup. Est-ce que je pense que monsieur peut-être Hilaire souhaitait compléter les... Merci. Parce qu'il y a une question notamment sur les réseaux sociaux. On n'a pas répondu et peut-être préciser la question des enfants du spectacle et de la prévention primaire. Concernant les réseaux sociaux, alors les métiers du mannequinat, ils sont soumis comme d'autres à la population, notamment qu'on suit également, notamment les jeunes artistes. Et cette pression est assez nouvelle. C'est un nouveau facteur de risques psychosociaux majeur pour ces populations-là, qui répond aussi à un biais cognitif important, un biais cognitif humain, qui est bien connu en neurosciences et en psychologie. C'est que tout ce qui se passe sur ces réseaux-là, à partir du moment où il y a un groupe qui pointe du doigt quelque chose, un élément qui, comme vous citiez le médicament tout à l'heure, il va être utilisé plus naturellement. C'est un biais cognitif, c'est très connu depuis les années 50, et les réseaux sociaux facilitent en fait ce biais-là. Nous sommes en grande réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux parce que nous avons des populations plutôt jeunes qui ont du mal et qui sont totalement exposés à la vindicte populaire sur ces réseaux-là, que ce soit dans le mannequinat sur la question du corps et de la beauté, mais aussi sur des jeunes artistes qui livrent leur œuvre artistique et qui en subissent tous les dommages. Ça, c'est le premier point sur les réseaux sociaux et vous avez raison. Comment ? Je ne suis peut-être pas qualifié pour commenter l'addiction aux réseaux sociaux ou aux choses, mais vous avez raison. La question se pose dans ces termes-là. Je suis assez d'accord. La question des enfants, donc nous on suit beaucoup plus des enfants du spectacle, pour les enfants mineurs, et la commission dont parlait le docteur Boulanger est pluri-institutionnelle. On a la justice qui siège dans ces commissions, on a le rectorat, vous en discutiez, on en parlait tout à l'heure, il y a nos médecins de Thalie Santé, et chacun met les enjeux au centre des discussions pour pouvoir autoriser ou non des populations particulières de travailler. Et je n'ai pas de statistiques sur les questions de discrimination sur les populations de jeunes enfants mannequins. On s'en est rarement... on a rarement interrogé cette question-là. Enfin, pour finir, et je trouve que les deux sujets sont extrêmement pertinents l'un avec l'autre, c'est la question de la sous-traitance et la question de l'intermédiation entre un salarié et un employeur. Toute la construction de la loi autour de la prévention de la santé au travail est construite sur un triptyque, un salarié, un contrat de travail, un employeur. Les deux populations dont on a discuté aujourd'hui a un intermédiaire entre le salarié et l'employeur. Nous rencontrons de grandes difficultés à accéder au travail. Tout à l'heure, quand le docteur Boulanger vous parlait de prévention et d'accès au travail réel, nous n'avons aujourd'hui, et depuis 2017, jamais pu, en tout cas les médecins du travail, assister à un défilé. Jamais. Nous n'avons pu jamais rentrer dans une séance de shooting. Le seul défilé qu'on a pu observer avec une collègue ingénieure HSE, c'était qu'on y était pour les questions des caméramans qui filmaient le travail des mannequins, et ainsi de suite. Je pense que la question, si on veut améliorer, que ce soit la question de la santé au travail des hôtesses ou des mannequins, il faut donner accès plus facilement aux institutions en charge de la prévention de la santé au travail et de faire une vraie mise en débat de ces conditions entre les entreprises utilisatrices, les entreprises qui embauchent ces populations et les salariés eux-mêmes.
Si Madame Osiganova qui souhaitait compléter également. Je voulais juste compléter sur la question relative aux réseaux sociaux, notamment parce qu'il me semble que la promotion quand même de mauvaises pratiques est assez présente dans ce milieu, et cela va même de la part des agences. Donc il est difficile, certes, de contrôler la propagation de ce genre d'informations, même si en l'espèce, vous parlez d'antidiabétique qui donc fait fureur sur TikTok, et c'est pas les agences qui le mettent évidemment sur TikTok, mais voilà, ça vient, c'est une influence. Il y aura un autre médicament peut-être demain. Et il arrive en effet que les agences peuvent orienter elles-mêmes les mannequins vers des pratiques qui sont souvent douteuses et non scientifiques en matière de nutrition. Tiens, il y a une nouvelle manière de manger, vas-y, teste, peut-être tu seras mieux demain. Donc voilà, je pense que dans ce milieu, en effet, l'influence des réseaux, l'influence aussi des agences sur les mannequins, souvent très jeunes, comme je l'ai précisé, elle est très, très, très présente. Et sinon, est-ce que je peux répondre à des questions relatives OK. Donc, Madame Jacquemet, qui n'est plus là, m'a posé une question sur l'évolution dans le métier depuis la création de l'association. En effet, je pense qu'on peut constater que si en 2017, une omerta quasi totale autour des questions qui touchaient à peu près à tous les aspects du métier étaient très présentes en France comme ailleurs. Il y avait quelques initiatives qui étaient déjà en place, notamment aux États-Unis, mais disons que France, qui était quand même capitale de la mode en quelque sorte, le rencontre le plus important de l'année autour de la Fashion Week, etc., il n'y avait pas d'initiative, il n'y avait pas d'union syndicale, il y avait vraiment rien pour les mannequins. Il y avait des unions syndicales pour les agences de mannequins qui disaient on va représenter aussi des mannequins. Or, c'est de point de vue même d'idée, c'est impossible. Comment un employeur peut représenter un employé? Et donc, je pense qu'on peut dire que depuis la création et depuis qu'on fasse énormément de travail auprès des médias, auprès du public, il y a les questions de respect des conditions du travail, notamment des conditions financières, des conditions d'exercice du métier en lui-même, des questions de santé aussi, ont été mis sur le devant de la scène. Et je pense que beaucoup de mannequins s'en saisissent et en parlent. On reçoit énormément de questions, on reçoit énormément de retours. Et depuis 2017, il y a également d'autres initiatives qui ont été lancées, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc il y a des groupes de mannequins qui s'organisent et qui essaient de contribuer au changement. Et en ce qui concerne donc nos propositions et si nous avons déjà commencé le travail ou pas, évidemment, certains aspects, je pense, ne sont pas accessibles à un public comme association. Oui, il y a des propositions comme par exemple obligation d'information. Ça, c'est clairement, c'est le législateur qui ne peut se saisir de cette question, qui ne peut que se saisir de cette question. En revanche, en ce qui concerne par exemple la promotion des bonnes informations et des bonnes pratiques, oui, en effet, nous avons rédigé un guide juridique à destination des mannequins, en partenariat avec les élèves avocats de l'école des formations du barreau. On est en train de peaufiner les derniers détails, mais on compte le publier très prochainement. Donc ça, je pense que c'est déjà assez important, car il n'existe pas vraiment de repères. Les agences ne fournissent pas les informations aux jeunes mannequins et souvent, elles ne savent même pas qu'ils sont dans un rapport salarié avec leur agence. Donc voilà. Et sinon, Madame Cohen m'avait posé également une question sur la capacité de s'exprimer davantage sur les violences sexistes et sexuelles. Il me semble que les questions de corps en général ont beaucoup moins de mal J'ai l'impression que les questions de corps sont souvent plus facilement traitées, avec plus de volonté et aussi avec un regard plus bienveillant de la part des agences notamment. Tandis que quand on touche à des conditions de travail, là, ça commence à coincer un petit peu parce que c'est des questions qui touchent à l'argent, des questions qui touchent à des conditions de travail, donc ça devient problématique. Donc je pense que heureusement, tout ce qui touche au tabou autour des relations, autour des violences sexistes et sexuelles, ce tabou commence petit à petit à reculer. Et nous, on croit néanmoins que l'origine des violences sexuelles et sexistes se trouve souvent dans l'exploitation économique, néanmoins, des travailleurs, dont le statut en France est très particulier. C'est ce lien de dépendance qui caractérise un contrat de travail qui existe en France entre le mannequin
l'agence et le client. Et il y a une prohibition même expresse d'exercer le métier en tant qu'indépendant si on n'est pas un mannequin qui est installé régulièrement dans l'Union européenne et qui dispose d'un statut similaire qui lui permet ponctuellement d'exercer le métier en tant qu'indépendant en France. Voilà, moi, il me semble que quand même ces questions méritent d'être étudiées. Eh bien, écoutez, je pense que vous souhaitiez répondre aussi, madame? Je ne sais pas, vous ne m'aviez pas signalé, donc je n'ai pas... Pardon. Oui, je veux bien. Je sais qu'il est tard, mais je veux bien répondre aux questions qui m'ont été posées et rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Monsieur Hilaire sur la question de la sous-traitance. Elle empêche bien évidemment l'accès de la santé au travail, mais elle empêche aussi l'accès des inspecteurs du travail. Ça aussi, c'est très important de le signaler. Il y a des délits d'obstruction permanents. Moi, dans mon enquête, j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont évoqué la difficulté de contrôler les conditions de travail des personnels sous-traités. Donc, je pense que c'est vraiment un des nœuds de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Madame Richer m'avait demandé la similarité, enfin les points communs avec des hôtesses de l'air, donc je peux que vous approuver. Il faut savoir que les agences d'hôtesses d'accueil, pour la plupart, ont été créées à l'origine par des anciennes hôtesses de l'air, les agences d'accueil événementielles, donc qui étaient elles-mêmes hôtesses de l'air. Les chartes qu'elles mettent en place, on n'en a pas parlé, mais en fait les hôtesses d'accueil doivent signer des chartes qui décrivent de manière extrêmement précise leur tenue, le type de bijoux qu'elles peuvent porter, le type de maquillage qu'elles doivent mettre, le grammage des collants chers qu'elles doivent porter. Enfin, c'est extrêmement rigoureux. Ces chartes sont directement inspirées de celles de l'aviation commerciale qui avait cours chez Air France, dont beaucoup de fondatrices de sociétés prestataires d'accueil événementiel sont issues. Donc ça, c'est un premier lien. Le deuxième lien, je disais qu'il n'y avait pas que des étudiantes, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui exerçaient cette activité en complément d'une autre activité. J'ai dit le plus souvent artistique. C'est aussi beaucoup des hôtesses de l'air, puisque les hôtesses de l'air, pour la plupart, c'est quand même assez rare d'être chez Air France en CDI. On est beaucoup plus souvent dans des agences low cost avec des CDD saisonniers. Et en fait, on a beaucoup qui alternent en fait hôtesses d'accueil et hôtesses de l'air. Donc les liens sont effectivement multiples, tant sur l'inspiration que dans la porosité en fait des personnes qui exercent les deux métiers. Vous avez relevé en effet que l'âge, la couleur de peau, le poids, on était sur des questions discriminatoires et vous êtes étonné qu'il n'y ait pas forcément de conséquences. Vous avez demandé s'il y en avait. Et moi, je vous répondrai que pour agir contre les discriminations, il faut une mobilisation soit individuelle, soit collective, et que dans les deux cas, en fait, peu de critères sont réunis pour que ces mobilisations aient lieu. En ce qui concerne des mobilisations individuelles, aller saisir l'inspection du travail, au-delà de la difficulté, encore une fois, de saisir l'inspection du travail dans ce contexte d'externalisation, il faut avoir un rapport au métier qui veut dire que c'est quelque chose d'important. Pour les jeunes femmes qui l'utilisent comme un job étudiant, elles n'investissent pas leur identité dans ce métier. Ce métier doit avant tout leur servir. Donc généralement, elles ne s'épuisent pas à en défendre les contours. Alors évidemment, on peut voir des exceptions. On a eu le hashtag qui a été évoqué, patapotiche. Mais donc le rapport au travail, notamment pour les personnes dont ce n'est pas l'activité principale, ne les incite pas à se battre en fait, pour réagir aux discriminations. Quant aux mobilisations collectives, je reviendrai encore sur la question de l'externalisation, le fait que les hôtesses d'accueil sont très isolées. Alors il y a évidemment des événements qui en réunissent beaucoup d'un seul coup. On pense au salon de l'automobile, on parlait du salon de la lingerie, mais très souvent c'est des événements où elles vont être 2, 3, 4 hôtesses d'accueil. C'est jamais les mêmes groupes qui se reconstituent, donc c'est difficile de construire quelque chose de collectif. Et en plus, ces groupes peuvent réunir des hôtesses d'accueil qui ont elles-mêmes un rapport à ce travail très différent entre celles qui se vivent comme des professionnels, qui sont tout à fait minoritaires, et celles qui le vivent comme un travail à côté. Donc il y a quand même globalement très peu de mobilisation. Donc du coup, les discriminations, finalement, perdurent, sans qu'il y ait grand-chose qui soit fait. Annick Jacquemet avait posé la question de la surveillance du poids et de l'apparence. Bien évidemment, c'est également vrai dans les métiers d'accueil, comme dans ceux du mannequinat, mais dans des proportions bien moindres. Pour l'illustrer, on parlait tout à l'heure des tailles 32. Les agences d'hôtesses procurent des uniformes en taille 36, 38, 40, mais pas 42, mais certainement pas 34, 32. Donc on n'est pas sur des problématiques de l'anorexie. En revanche, il y a évidemment des pratiques de la part des hôtesses d'entretien de leur corps, ce qui prend du temps, ce qui est également coûteux en termes de soins apportés à ce corps, qui ne sont pas pris en charge. Et donc, est-ce que les hôtesses perdurent? C'était la dernière question. Donc oui, il y a 20% des hôtesses qui ont plus de 30 ans.
Généralement, elles ne vont pas être affectées exactement aux mêmes missions. Je disais que l'affectation dépendait de critères physiques en termes de couleur de peau, de poids, etc., mais également en termes d'âge. On va être plutôt sur du back-office, si je peux m'exprimer ainsi, ou sur des fonctions où justement on va être un petit peu moins debout, donc un petit peu moins exposé en tout cas à des pénibilités de type statique, pas forcément moins exposé aux violences sexistes et sexuelles en revanche. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoutez, merci Madame Schutz. Ça aurait été dommage de se priver de vos réponses. Voilà. Mais je ne vous avais pas vu faire des signes, donc je ne voulais pas vous obliger à répondre non plus. Et comme vous le voyez, il y a d'autres réunions qui s'enchaînent, mais vraiment, je tenais à vous remercier parce que cette table ronde a été à la fois très intéressante sur le diagnostic et aussi très intéressante au niveau des propositions que vous avez pu faire chacun et chacune d'entre vous sur les améliorations possibles ou les pistes peut-être législatives à trouver. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, pour la qualité du travail que vous avez dû mener en amont de cette réunion, du rendu et toutes les réponses qui ont été apportées aux collègues rapporteurs et aux collègues sénateurs et sénatrices qui étaient là ce matin avec nous en réunion. Merci, bonne journée. Merci.